Bonjour à tous. Nouveau tutoriel vidéo sur un logiciel d'électronique, saisie de schémas et création de circuits imprimés, et simulateur également, simulateur analogique, avec un petit peu de numérique, mais on verra ça plus tard. C'est Target 3001. Alors Target, ça fait très longtemps que ça existe. Bah, ça fait plus de 30 ans, hein, tout simplement, parce que quand ils sont passés à la version 30, la V30, c'était pour le 30e anniversaire. Donc ça fait très longtemps hein, qu'on peut disposer de ce logiciel. Et il évolue, il est en constante évolution, il propose des modules que les autres n'ont pas. Donc je le montrerai vite fait dans la présentation et après on verra dans d'autres tutoriels sur l'usage bien précis de certaines fonctions. Donc on va voir un petit peu d'où il vient et comment on l'utilise de manière hyper basique pour l'instant. Et on verra après, comme je disais, dans une petite série de tutoriels, comment on va pouvoir avoir des fonctions avancées. Alors, bah, c'est quoi Target? C'est IB Friedrich qui produit ce logiciel. C'est un logiciel donc tout en un. Tout en un, ça veut dire qu'on a de la saisie de schéma, on a du circuit imprimé, on a de la simulation, on a de la vue 3D, on peut également faire des circuits sur des surfaces courbes, on a également un générateur de boîtier ou de face avant, c'est vraiment très impressionnant. Donc on peut vraiment faire pas mal de choses et depuis quelques versions, on a le Compound Inverse qui permet de récupérer des fichiers qui ont été créés par soit des professionnels, des amateurs, peu importe. Et on a également le SnapEDA et d'autres bibliothèques qui nous permettent de récupérer des fichiers, des modèles de simulation, des modèles, des symboles, des empreintes physiques qu'on ne trouverait pas forcément dans le logiciel. Alors pendant très longtemps, très longtemps, Target a été lié à Conrad. Et à chaque fois qu'on cherchait une référence, on était directement sur le catalogue Conrad. Alors depuis quelques temps, on a moins le lien avec Conrad, mais on sent quand même l'appartenance allemande des deux entreprises. Donc on a la version Discover, qui est complètement gratuite, mais vraiment totalement gratuite, qui a vraiment toutes les fonctionnalités. Et cette version, pardon, permet de faire un circuit de 2 mètres sur 2 mètres. Je connais personne qui fait des circuits de 2 mètres. On est limité à 250 broches et à 2 couches de cuivre. Alors honnêtement, ça suffit amplement. Pour un collège, un lycée, même un IUT, pour des particuliers, pour des amateurs, pour des makers, des bidouilleurs, ça suffit amplement. Voilà. Et il y a différents partenaires qui peuvent fabriquer des circuits imprimés. Donc tout ça, on va le voir. Donc moi, bah, évidemment, je l'ai déjà téléchargé, hein. Donc c'est pas la peine que je vous le retélécharge. Vous, je vais pas vous faire l'injure de vous montrer comment on télécharge un logiciel. Alors oui, la seule restriction pardon, de la version démo, la version Discover, c'est qu'on ne peut pas en faire de commerce. Voilà, c'est tout. Dès l'instant où vous voulez vendre vos circuits ou qu'ils font partie d'un produit commercial, il faut forcément passer par une licence payante. Mais honnêtement, c'est pas cher. Voilà, c'est pas cher. Juste aussi une information. Alors moi, je ne sais pas si c'est Avast qui est hyper parano, mais quand je vais sur la page de Target, il me détecte quelque chose. Il n'y a qu'Avast qui me fait ça, donc je sais pas. Est-ce que c'est un faux positif? J'en sais rien du tout. Quoi qu'il en soit, je n'ai jamais eu de problème avec Target et ça fait des années que je travaille avec eux et il n'y a aucun problème là-dessus. Alors par contre, vous ne trouverez pas beaucoup de documentation parce que bah, c'est très allemand. C'est très allemand. On a de la doc en langue étrangère. En français, il n'y a pas grand-chose. Et sur mon blog, j'avais mis l'an dernier, je crois, juste un article qui présentait la version supérieure
Alors ça devait être la version à 200 et quelques euros, je crois, qui était offerte. Voilà, si on veut regarder les autres versions, il y avait une version supérieure qui était offerte pendant les Makers Day, quelque chose comme ça. Je vous remettrai le lien. Mais voilà, ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. Alors, Target, c'est quoi? Bon, bah voilà, l'icône, hein, donc on le lance. Et on a ça, on a l'assistant de démarrage. Donc nous, on va créer un nouveau projet. Et on va lui donner un nom. Donc, bah, démo, par exemple. Démo tuto. Et on a déjà quelques petites configs. On a déjà des modèles, sachant qu'on peut en recréer. Donc nous, on va partir sur un PCB une face avec schéma. Hop, voilà. Donc voilà la page d'accueil de Target. Alors, on n'a pas l'habitude hein, avec toutes les couleurs comme ça. C'est vrai que le thème sombre, bah, ils ont oublié. C'est carrément oublié. Mais bon, on va pas se plaindre là-dessus. Comment ça fonctionne? Ici, on a les composants principaux. Voilà, on a déjà les composants principaux dont on pourrait avoir besoin le plus souvent. Si on a besoin d'un autre composant, on a ce bouton-là. Voilà, on verra comment fonctionnent les deux. Là, vraiment, sur cette démo-là, c'est vraiment une démo très très simple, très basique. Ah bah on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, hein. On va faire un petit filtre passe-bas. Et pour faire un filtre passe-bas, ben, on va avoir besoin d'une résistance et d'un condensateur. Alors je vais aller chercher une résistance et vous allez voir, pardon, je n'ai pas trouvé ça ailleurs. Là, on a directement donc, les composants. Mais oui, d'ailleurs, je me suis trompé de composant. Voilà, je vais aller chercher une résistance. Ce serait mieux voilà, de cliquer sur le bon bouton. On va avoir une fenêtre qui va s'ouvrir. Et voilà, on a une recherche paramétrique. Je ne connais pas beaucoup de logiciels. Alors attention, je ne connais pas tous les logiciels. Hein. J'en ai testé déjà quelques-uns. Et là, on a directement un sélecteur. Donc c'est vraiment bien fichu. Donc si vous voulez une résistance de, je sais pas moi, allez, on va prendre 4,7 kΩ par exemple. Donc on va aller chercher une 4,7 kΩ. Voilà. On pourrait également se dire, bah, j'ai besoin de... Alors je veux bien une 4,7 kΩ, donc il va mettre à jour en même temps sa base de données derrière. Voilà, comme ça on a déjà un aperçu. Je veux un quart de watt, donc 250 milliwatts. Ça marche aussi. Je veux quoi? Je voudrais... voilà, il rame, honnêtement d'habitude il est beaucoup plus rapide. Je le veux dans la série E12. Moi je voudrais une tolérance à 5%. Voilà. Et en type de boîtier, je veux, si possible, un traversant. Voilà. Et là, ben, on se rend compte qu'on en a là. On a une 0207 ou une 0204. Bon, donc si je bouge ça, ben, je peux aller chercher ça. J'ai directement le modèle 3D. Et je vais faire importer composant. Et je peux venir placer mon composant. Voilà. Alors pour quitter, il suffit de faire échappe. Voilà. Donc là, on a la fenêtre adaptée. On va bouger un petit peu. Bon, pour l'instant, j'ai pas affiché la grille, hein, c'est fait exprès. Pour l'instant, je n'ai pas mis la grille. Je vais chercher un composant. Ça va être le condensateur. Et puis là, bah, je vais mettre n'importe quoi. Hein. Je vais mettre un 2,2 microfarad. Pour faire un filtre, ça va être un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave. Ou alors on va chercher peut-être un petit peu plus petit quand même. Et je vais prendre un 100 nano. Et on a différents types de boîtiers à nouveau. Je vais prendre un type de boîtier à nouveau traversant. Et puis là, bah, oui, bah, je peux prendre celui-là éventuellement. Hein. C'est vraiment juste pour la démonstration. Donc voilà, il est là. Alors pour retourner, c'est clic droit. Voilà, comme ceci. Hein. Voilà, on est là. Donc là, tout de suite, et là pour échapper, voilà, comme ceci. Donc là, bah, on voit qu'il est à l'envers. Alors c'est pas grave. Enfin,
Il suffit de cliquer sur la croix, on commence à bouger, et on refait un clic droit, et on le remet à l'endroit. Voilà, comme ça. Là, on est bien. Et puis, bah, je vais aller chercher des borniers. Alors, pourquoi des borniers Alors, on va plutôt aller chercher borne. Voilà, borne à vis. Bah, il connaît. Voilà, borne à vis. Ok. Alors là, il nous propose des bornes à vis. Alors moi, je prends des 2 pôles comme ça. Alors pourquoi? Vous verrez, il y a une raison, hein. Hop, j'en mets un là. Voilà, on imagine que c'est un module que... Voilà, je vais venir visser des câbles dessus pour faire un petit filtre passe-bas. Alors maintenant, comment ça fonctionne? Il me faudrait une masse, si possible. Alors je vais aller cliquer sur ce symbole-là, et ce symbole-là va m'ouvrir en fait la banque des potentiels ou des signaux. Donc là, je vais aller chercher un GND. Voilà, et je vais placer mon GND ici, par exemple. Voilà. Alors par rapport à la mire qui est là, il n'y a pas beaucoup de liens, hein. Faut pas s'inquiéter là-dessus. Donc là, bah voilà, on va se limiter à un circuit aussi simple que celui-ci aujourd'hui, et puis comme ça, on va voir un peu comment ça fonctionne. Alors maintenant, on va utiliser cet outil qui est là pour relier les composants. Alors on remarquera qu'on a le droit à un bip bip à chaque fois qu'il a connecté des composants. Alors je pense que ça doit pouvoir s'annuler, mais j'ai pas vraiment cherché parce que ça permet de savoir que les composants sont reliés. Bon voilà, c'est pas non plus... hop, je vais venir là. Oui, alors c'est pas grave, là j'ai fait une bêtise, c'est pas grave, on va voir comment ça peut se réparer. Et on vient se connecter là. Voilà. Donc là, on fait échappe. À chaque fois qu'on veut quitter une fonction, on fait échappe. Là, je clique sur le segment et je vais venir, voilà, réparer mon petit bout de fil. Voilà, c'est bon. Et là, ça y est, j'ai mon premier circuit qui est fait. Donc, je vais sauvegarder. Voilà. Et là, une nouveauté depuis la version, je sais plus, 30 peut-être, ou un peu avant, on a maintenant le journal. On a toutes les mises à jour. On peut soit faire OK, et donc il va incrémenter le nombre de modifs, ou alors on fait ignorer. Donc là, par exemple, je vais l'ignorer. Là, hop, comme ceci, voilà. Donc soit on crée, on enregistre par-dessus, on écrase, ou alors on garde un journal de modification. Donc là, ça y est, j'ai mon circuit qui est fait, j'ai mon schéma, pardon. Donc voilà. Un petit défaut sur R1, mais c'est pas grave, on le voit pas, mais on sait ce que c'est. On verra plus tard dans une autre vidéo comment on gère l'affichage. Une petite chose qui a été rajoutée dans les dernières versions, c'est par exemple le clic ici. Si je clique sur 8 pins ici, j'ai carrément des... comment dire? J'ai des statistiques sur mon projet. Ça m'affiche carrément des stats, alors la version de mon ordinateur, ça affiche les limitations, je sais où j'en suis, je sais que là j'ai 8 pastilles utilisées, pour l'instant la surface du CI, bah, je suis pas embêté. Et donc là, à chaque fois que je vais en sauvegarder, que je vais faire quelque chose, ça viendra se mettre à jour dans cette zone-là. Et je sais que comme je suis en version Discover, je suis limité à 250 broches. Bon bah là, je sais que pour l'instant j'en ai 8, il me reste encore quelques-unes tranquilles quoi. Ah oui, et dans la version Discover, j'ai oublié de le dire, on est limité à 30 signaux de simulation. Honnêtement, quand on simule, c'est quelques signaux, hein, on va jamais jusqu'à 30. Donc voilà. Donc là, je fais annuler. Et maintenant, je vais passer du côté circuit imprimé. Alors, comment aller au circuit imprimé? Bah, en fait, on a un raccourci qui est là. Et on va basculer sur le circuit imprimé. Alors, quand on veut créer un circuit imprimé, on a soit tout de suite, là, on règle les dimensions une bonne fois pour toutes. Vraiment direct, hein, on ne s'embête pas. Mais sinon, on a un assistant qui nous permet de faire des choses beaucoup plus pointues, beaucoup plus précises dans la création du circuit imprimé. Là, honnêtement, encore une fois, aujourd'hui, on va y aller très simple. Alors, on va faire un circuit, je sais pas moi, de 30 sur 30.
comme ceci. On pourrait également importer un DXF. On a directement un import de DXF. Donc ça, on verra plus tard. Donc là, je fais finir le contour. Et ça y est, on voit là en arrière-plan le contour qui est rose. Alors si on revient sur les tutoriels sur Proteus et sur EasyEDA, évidemment, c'est pas du tout les mêmes couleurs. Il faut bien qu'ils se démarquent les uns des autres. Donc là, bah oui, c'est déroutant. Ok, d'accord, le contour est rose. Sur l'un, c'était bleu ou jaune. Sur l'autre, c'était mauve. Bon, bah là, on est sur du rose. Alors, on a le placement automatique. On aime ou on n'aime pas. On va le faire. On va voir ce que ça donne. Donc, je clique dans le PCB et je fais lancer. Et là, ça y est, il m'a mis tous les composants. C'est fait. Et là, ça y est, il est centré. Alors j'ai donc mes deux bornes, mes deux borniers là, donc j'en ai un comme ça, hop. Pour bouger, bah pareil, hein, il suffit de cliquer sur la croix. Sur la croix, c'est vraiment la référence, hein. Donc je vais changer la disposition, tiens, hop. Comment changer la disposition? Bah, je prends mon composant et je fais un clic droit pour le retourner, comme ceci. Là je prends mon composant, je fais ici un clic droit et je le place comme ça, au bord. Alors attention, il faut toujours penser à respecter les règles de conception. On voit bien le chevelu hein, en vert. On vient le mettre comme ça, alors je vais aligner les deux borniers, hein, histoire de faire joli. Encore une fois, on remarquera que je n'ai pas mis la grille, c'est délibéré, hein, c'est pour alléger un petit peu. Voilà, bah, là je suis pas mal. Et puis, bah, tout de suite, comme dans les autres logiciels, on a le bouton 3D ici. Donc on va cliquer sur la vue 3D et on a déjà un aperçu de la vue 3D. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? Bah, mon bornier, ici, il est mal placé, il est à l'envers. Là, il donne bien sur l'extérieur, sauf que là, bah, il donne sur l'intérieur. Ça va pas être facile pour mettre les fils. Donc lui, je le prends et... Oups, pardon. Voilà, et je le retourne, comme ceci. Voilà. Et si je refais une vérification, j'ai bien l'extérieur et l'extérieur. C'est pas mal, hein. Déjà c'est assez joli, hein. C'est vraiment bien... C'est beau. Moi j'aime beaucoup. Alors oui, c'est vrai que d'habitude on a l'habitude d'avoir les routeurs, les logiciels de routage qui sont en mode sombre. On a toujours la vue PCB qui est noire. Là c'est vrai que c'est du blanc, alors on peut aller changer les couleurs. Ouais. Honnêtement, c'est juste une habitude, hein. C'est vraiment pas un problème. Ici, on a le gestionnaire de couches. Donc on peut, par exemple ici, j'ai la couche numéro 2, couche cuivre. Bah, si je décoche, qu'est-ce qu'on voit qui disparaît là? Bah, ce sont les pastilles. Les pastilles décomposantes, c'est normal, c'est sur la couche de cuivre. Donc si par exemple je fais ça, voilà, on voit plus on voit plus le cuivre. Pour l'instant, on voit rien d'autre. Ici, sur la couche 27, on a le chevelu. Donc si je fais ça, bah, on n'a plus le chevelu. C'est dommage, on n'a encore rien routé. Alors là, on va lancer un routage automatique. Alors, ici, on a les assistants, le mode automatique. Et vous allez voir qu'il y a un souci au niveau du routage, mais c'est pas grave, il suffit de le savoir. On va se mettre en mode routage automatique. On va tout sélectionner. Dans l'algo, bah, on laisse tel quel pour l'instant. Couche de routage, bah, comme on a tout à l'heure, on a créé un fichier avec simple face, bah, par défaut, il se met cuivre en bas. On aurait du double face, on aurait les deux couches en fait. On aurait cuivre en bas et cuivre en haut. Là, pour l'instant, c'est que cuivre en bas. Donc, on fait lancer. Voulez-vous sauvegarder? Bah, on va faire oui. Voilà. Et là, donc, on a tout. Et on se rend compte que bah, cette pastille-là n'est pas connectée et la résistance bah, n'est pas du tout connectée. Alors pourquoi? Bah, tout simplement parce que c'est l'algorithme du routeur. En fait, par défaut, il se met sur un routeur qui est optimisé dans certains cas, on va dire, je ne vais pas rentrer dans le détail, qui est optimisé pour certaines configurations. Mais dès l'instant où il y a des croisements, des choses comme ça, bah, il n'accepte pas. Donc on va retourner sur Action et on va faire Automatique et Assistant.
autorouteur. Alors déjà, on va voir que si on fait effacer toutes les pistes, ça va tout effacer. Voilà. Mais de toute façon, à chaque fois qu'on relance un routage, ça efface tout. Je retourne sur Action, automatique et assistant, autorouteur. Et là, je vais faire non pas hybride autorouteur, mais je vais faire contour autorouteur. Parce que quand on est en mode automatique, on est tout de suite en hybride. Là, on va se faire en contour. On lance le contour. À nouveau, on sélectionne tout. On fait démarrer. Oui. Et là, tout a été routé. Voilà, le bornier est complètement routé. La résistance est routée. Alors là, on voit qu'il contourne. Voilà. Évidemment, j'ai rien optimisé du tout, hein, comme dans mes autres tutoriels. C'est vraiment, vraiment de la démonstration. Mais là, c'était vraiment pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc je pense qu'on doit pouvoir le paramétrer, hein. Je ne suis pas encore allé regarder. Ce mode de routage, c'est pas vieux. C'est vraiment pas vieux. Donc il faut comprendre comment ça fonctionne. Mais une fois qu'on a compris que il y avait plusieurs autorouteurs, voilà, il faut comprendre. Alors bien entendu, on peut router à la main, ça je vous montrerai sur une autre vidéo. Juste un truc, j'ai oublié de vous dire, quand on télécharge Target, on a également, là vous l'avez peut-être vu, quand on va sur autorouteur, il y a également Electra. C'est un autorouteur en mode démonstration. En fait, Electra, c'est un excellent autorouteur. C'est un des meilleurs moteurs de routage. Et il est fourni en mode démo sur Target. Alors, j'ai jamais réussi à le saturer, en fait. Là, je ne l'ai pas installé parce que j'avais pas envie. Je voulais pas utiliser un autorouteur tiers. Mais à savoir que si vous l'installez, il va rentrer en mode démo. Mais comme la démo, déjà, le temps d'atteindre les limites de la démo, pour un amateur, on va avoir du mal. C'est amplement suffisant. Mais déjà, le routeur, le contour autorouteur est déjà amplement suffisant pour nous, pour notre niveau. Voilà. Si on devait faire de la HF avec 4 couches ou 16 couches, je dis pas, on passerait sur Electra. Et là, pour l'instant, on n'est pas sur Electra, on n'en a pas besoin, c'est vraiment pas la peine. On va rester comme ça. Or maintenant, on va retourner faire une vue 3D. Et là, comme sur Proteus et sur Resi EDA, on a les pistes qui sont dessinées. Alors on peut le voir, hein, c'est pas super beau, hein, bien entendu, c'est pas super beau. J'aurais pu faire mieux au niveau du placement des composants, bien entendu. Mais là, c'est vraiment la démo de base. Alors, gros avantage de ce logiciel et non des moindres, quand on est dans le monde du prototypage et dans le monde scolaire, imaginons que ce circuit-là, on veut le mettre dans un boîtier. On veut l'insérer dans un boîtier, comme tous les circuits qu'on veut faire. Eh bien, on a ici des exports. On peut exporter au format STEP, on peut exporter au format OBJ, et on peut exporter en vue, en ray tracing, en pauvret. Donc ça, c'est du photoréalisme. Mais ces deux-là, alors ça, c'est excellent. Le STEP, on peut s'en servir, par exemple, directement dans FreeCAD pour s'appuyer dessus pour refaire un boîtier. Et l'OBJ, c'est un peu l'équivalent. Non, c'est un format de fichier 3D également, mais qui est imprimable. C'est-à-dire que tous les trancheurs dignes de ce nom, Cura, Super Slicer, Prusa Slicer, Simplify 3D, qu'il ne faut plus nommer à première vue parce que plus de mise à jour, sont capables, tous ces trancheurs sont capables d'ouvrir les fichiers OBJ, et donc on peut trancher, on peut directement imprimer ça. On peut imprimer ça. Ça tombe bien parce que je l'ai imprimé. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce circuit-là. Et ça permet, par exemple, à des étudiants, à des lycéens, qui n'ont pas vraiment conscience de la taille des composants et qui devraient faire un boîtier, eh bien ça permet, en attendant de recevoir les bons composants qu'on a envoyés chez notre fournisseur, on a envoyé un bon de commande, on n'a pas encore les composants, mais ça devrait arriver dans quelques jours, mais en attendant, il faut penser
à concevoir le boîtier qui va protéger ce circuit ou un autre circuit, eh ben on peut déjà se faire une petite impression 3D, même en très très basse qualité, hein, une résolution pas forcément super propre, mais ça permet déjà d'imprimer en 3D ce circuit avec les composants pour avoir une idée. Il est clair qu'un électronicien de formation, lui, va tout de suite se dire à quoi ça ressemble, il sait très bien, déjà on a la vue 3D, on a la résistance, on a le condo, on sait déjà à peu près à quoi ça ressemble. Mais un lycéen ou un bidouilleur qui se met à l'électronique n'a pas forcément conscience de la taille des composants et du gabarit, du volume. Donc là, du coup, ça peut permettre de pouvoir vérifier à l'avance si notre gabarit est correct. Imaginons qu'on ait déjà le boîtier, on a déjà le boîtier qui est déjà tout fait, hein, ça peut être un boîtier plastique Diptal, le grand, n'importe quoi, une autre marque, une marque industrielle ou quelque chose qu'on a déjà modélisé en 3D, au moins on peut vérifier la conformité de notre circuit. Et ça c'est hyper hyper pratique, c'est vraiment super pratique. Donc comment on fait? Il suffit de cliquer sur OBJ, et là on peut aller directement l'exporter. Donc on peut soit retirer carrément les composants, donc ça ne va conserver que le circuit, ou alors on fait tout, et on clique sur Start. Voilà. Et on obtient un objet 3D. Comme si c'était un fichier STL, sauf que là ça va être un fichier OBJ. Donc voilà. Et bien ça y est, on a notre premier circuit. Alors après, qu'est-ce qu'on peut en faire? Évidemment, on peut imprimer le typon. On peut estimer que les pistes ne sont pas assez larges, donc on va aller changer la largeur des pistes. Ça, on le verra plus tard. On peut également ici cliquer sur le bouton CAM. Alors c'est quoi CAM? Eh bien c'est pour préparer des fichiers Gerber, XGerber, tout ça dans un fichier zip. Et dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est directement envoyer les fichiers générés à un fabricant de circuits imprimés. Voilà, donc il y en a en France, il y en a en Allemagne, il y en a en Asie. Et normalement, tous les fabricants récupèrent des fichiers Gerber. Alors après, on peut également demander, ici on a carrément un bon de commande, voilà, on peut remplir les coordonnées, on peut faire ce qu'on veut. Et c'est vraiment excellent, quoi. Tout est dedans, hein. C'est vraiment bien fichu. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est ça. Fichier, import-export, production. Et en fait, on peut même carrément, avec ce logiciel, directement générer les fichiers de gravure. Voilà. Donc c'est vraiment incroyable. On peut directement générer un fichier de gravure pour une CNC, par exemple pour une 3018, pour un Charlie Robot, pour faire ce qu'on veut, quoi. Donc ça, je vous le montrerai dans une autre vidéo, comme ça, quoique, je peux peut-être... Oh, allez, je vous le montre là. Créer un fichier de gravure par fraisage. On va là, et là on a un assistant. Voilà. Donc allez, je vous le montre. Donc face soudure de cuivre uniquement, bah ouais ça tombe bien, de toute façon on était en simple face. Et là on a un assistant, donc on dit ce qu'on veut, la vitesse de rotation de l'outil. Alors là c'est du G-code, un G64, faut aller regarder dans la documentation de chaque machine, hein, si c'est du G64 ou autre chose. On va pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Là on va choisir les forêts et la profondeur de perçage. On va aller regarder la gravure, les sillons. On a même un calculateur, il n'y a pas de problème. On peut aller chercher le calculateur, on donne l'angle alpha ici, la profondeur d'immersion, et ça va nous calculer automatiquement toutes les caractéristiques. On a les vitesses de pénétration, on a tout. On a le contour, donc on va choisir la profondeur de passe. Donc si on n'a pas envie de casser sa fraise dans l'époxy, on peut très bien dire, moi c'est simple, je veux une profondeur de passe de, je sais pas moi, 0,5 mm max, donc il va faire plusieurs passes. Et puis on a le résultat et on va exporter.
Et en fait, j'ai pas montré ici. Ah oui, j'ai oublié de vous le montrer. Ici, il y a les différents formats. Voilà. Donc si on a par exemple une iselle, on va choisir ça. Si on est 100% Excellon, c'est là. Si on est en LPKF, c'est ici. Et si on a une CNC 3018 ou une autre machine qui fait du G-code standard du Mac 3, ben on va cliquer là. Et du coup, ça va exporter des fichiers en .cnc ou NC. Voilà, ben là, ça va exporter du CNC. Donc si vous utilisez par exemple Candle, et ben, ça va ouvrir directement les fichiers. Donc ça, je vous montrerai dans une autre vidéo. Donc il suffit de faire lancer, ça va générer directement tous les fichiers, hein, ça, il n'y a pas de problème. Et on peut aller visualiser après les G-codes. Ça, ce sera une autre vidéo. Comme ça, je repartirai éventuellement sur ce modèle-là et on verra. Donc là, voilà, ça y est, c'est terminé pour cette première démonstration de prise en main de Target. Alors, il y a encore énormément de choses à dire. Mais voilà, c'est le début d'une série. Alors, ça, je ne vais pas en faire 50 vidéos. Mais c'est un logiciel que j'apprécie. Voilà, c'est vraiment un logiciel que j'apprécie. C'est une petite entreprise qui est là depuis plusieurs décennies. Et bah j'ai déjà produit, j'ai déjà fait, j'ai jamais été déçu de ce logiciel. Donc voilà, pourquoi il arrive après Proteus et EasyEDA bah, je sais pas, tout simplement parce que Proteus c'est dans les lycées, EasyEDA c'est du 100% gratuit. Pour l'instant, il y a la version pro, mais il n'y a pas encore de tarif. Et puis là, bah, Target, on est entre les deux. On a une version gratuite qui est déjà très efficace, et on a une version payante qui est encore plus efficace, mais commerciale. Et bah, je me dis que ça valait le coup de faire la présentation de ce logiciel. Parce que vraiment, vraiment, il vaut le coup. Donc là, je vais vous mettre une petite incrustation, là, tout de suite, des images de l'impression 3D du petit circuit que j'ai réalisé. Alors ça peut pas tout à fait le même, parce que j'avais pas pris le même condensateur, là, voilà. Mais j'avais déjà fait la manipulation, donc vous voyez en ce moment même des images d'une impression 3D qui a eu lieu sur les mêmes dimensions en 3030. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et à très bientôt pour une autre vidéo sur Target 3001. Merci bien, à très bientôt.